Merci à celles et ceux qui sont restés avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette session, je l'ai dit, intitulée Forêt communale, prévenir les incendies, préserver la biodiversité, valoriser le vivant. Nous accueillons 4 experts. Olivier Chaz, bonjour. Vous êtes responsable de l'unité territoriale Gascogne de l'ONF. Lieutenant-colonel Nicolas Morland, bonjour. Vous êtes chef du groupement territorial sud du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, qu'on appellera SDIS, pour ne pas se répéter à chaque fois. Mais il y aura beaucoup d'acronymes, ne vous inquiétez pas. Celles et ceux qui sont friands d'acronymes, vous n'allez pas être déçus, puisque avec Thierry Renaud, chef de projet du pôle forêt, chasse, milieu naturel au service environnement et eau et forêt de la DDT 31. Et enfin, Denis Martin, maire d'Estenos, président de l'association des maires des communes forestières de la Haute-Garonne. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Nicolas Morland. Finalement, on va retourner un petit peu, faire un bilan. On retourne sur la saison des feux. Comment ça s'est passé ? Alors, saison particulière, puisqu'elle a commencé assez tôt, dès le mi-juin, très fort, avec de nombreux départs de feu qui ont pu être assez contenus, mais avec une pression sur l'arc méditerranéen et plus particulièrement sur nos voisins audois, où le SDIS de la Haute-Garonne a participé tout l'été à des renforts, puisqu'on a réalisé 31 renforts, comme le chiffre du département, pour la plupart concentrés sur l'Aude, mais aussi sur les Bouches-du-Rhône et la Charente, qui est une nouveauté pour nous. Saison qui a été particulière parce que jusqu'au début juin, avec les nombreuses pluies qu'on a eues sur tout le printemps, on ne s'attendait pas à avoir un début et un été comme on l'a eu jusque fin août. On va faire avec vous, Thierry, un petit rappel historique. Comment a évolué la lutte contre les incendies de forêt ? Vous m'avez dit que historiquement, les feux d'hiver, ça, on arrivait bien à gérer. Enfin, vous allez nous en dire plus. Oui, c'est vraiment une problématique qui a été développée surtout sur l'arc méditerranéen dans un premier temps, qui ont été soumis à ces feux dont on a tous entendu parler. Et la nouveauté depuis quelques années, donc nous, on avait en 2006 fait un premier plan départemental de défense des forêts contre l'incendie. Et l'objet, c'était vraiment de lutter contre les feux d'écobuage, les feux pastoraux qui avaient tendance à déborder sur la forêt. Donc c'était des feux hivernaux, contrairement à ce qu'on peut penser. Et on a mis en place un certain nombre d'actions, des commissions locales d'écobuage, des cellules de brûlage dirigées, voilà, beaucoup d'actions pour réduire ces feux hivernaux. La nouveauté, et ça s'est accentué depuis 2022, c'est maintenant le fait que les feux estivaux prennent le pas sur les feux hivernaux. Donc on a réglé nos premiers problèmes. Maintenant, il y a un nouveau qui apparaît, c'est effectivement les feux comme dans l'arc méditerranéen, de feux qui se déclenchent la plupart du temps dû à l'activité humaine. C'est peut-être le chiffre qu'il faut retenir, c'est que 90% des départs de feu sont d'origine humaine. Donc c'est là-dessus qu'il faut lutter. Et on a un certain nombre d'outils qu'on a mis en place, mais maintenant plus pour lutter contre les feux de mai à septembre-octobre. On va en parler en détail, ce sera même le sujet de cette table. Mais comment vous avez identifié les 30 000 hectares de zones à risque fort en Haute-Garonne ? Alors c'est un travail... Parce que spontanément, on se dit la Haute-Garonne n'est pas forcément un département très forestier. Ne me regardez pas comme ça, Denis, parce que là, je crois que... Alors la forêt, déjà, il y a 135 000 hectares, donc c'est 20%, c'est à peu près la moyenne nationale. Le taux de boisement, certes, surtout dans le sud, où il y a 70-80 000 hectares, et le reste sur les 2 tiers nord. L'identification a été faite quand on a révisé notre plan départemental. Donc c'est un bureau d'études basé à Aix-en-Provence qui est spécialiste du feu et qui a analysé le type de végétation, le type de sol, l'historique des feux, le type de sol sur lequel se trouve la végétation, les vents principaux. Et à partir de là, ils ont identifié les secteurs d'aléa 3 ou 4. Et c'est ceux qu'on a retenus, nous, pour mettre en œuvre les mesures de précaution, les mesures de prévention pour lutter contre les départs de feu. Donc c'est 30 000 hectares sur 135 000, en sachant que le code forestier s'applique aux massifs forestiers, mais aussi à toutes les zones qui sont situées à moins de 200 mètres d'un massif forestier. Donc les 135 000 hectares deviennent 200 ou 300 000 hectares sur lesquels le code forestier s'applique. On va se focaliser donc sur ces mesures préventives dans la lutte contre les incendies de forêt, avec principalement les obligations légales de débroussaillement, qu'on appellera par commodité, puisqu'on est fan des acronymes, les OLD. En quoi consiste-t-elle ? Les OLD, dans ces secteurs en Haute-Garonne considérés d'aléa fort à très fort, donc aléa 3 ou 4, qui sont cartographiés sur le site de l'IGN. Donc en tapant votre adresse, vous dites j'habite un chemin de Cugnot, etc. sur Fonsorbe. Vous savez si vous relevez des OLD ou pas.
C'est le géoportail alimenté par l'IGN. Sur les OLD, si vous êtes concerné, le but des OLD, c'est de protéger les biens et les personnes. Donc en fait, la personne propriétaire d'une habitation, si on veut faire simple, doit débroussailler les 50 mètres autour de sa maison, mais pour se protéger lui-même, éviter que le feu ne s'en prenne à sa maison, à sa famille, et aussi pour simplifier le travail des pompiers. C'est-à-dire au lieu de défendre la maison, si les OLD sont bien réalisés, ils vont pouvoir lutter contre le feu. Alors pour ces OLD, c'est la DDT qui pilote, le SDIS qui conseille techniquement pour la mise en œuvre, et l'ONF et vous-même qui contrôlez l'application des OLD. Si on est là, c'est pour en parler, c'est qu'il y a peut-être un petit déficit. Denis Martin, vous sensibilisez les élus sur ces OLD depuis 2018, sans grand succès jusqu'à présent, ce que vous déplorez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, bien sûr. Donc nous sommes associés donc, depuis 2018 avec le SDIS, avec la DDT. Donc on animait déjà des réunions dans le sud du département. Et on s'aperçoit que plus on crée de réunions, qu'on anime des réunions, vous voyez bien le public qui est présent autour et qui est vraiment concerné par ce OLD. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même un facteur premier, c'est que l'élu est au centre. Et c'est lui qui en est responsable. Donc nous avons eu, nous, la mission de par le MASA à l'époque, d'animation sur le territoire, avec le partenariat DDT, ONF, SDIS et nous-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, comme vient de dire M. Thierry Renaud, c'est qu'aujourd'hui c'est 140 000 hectares de forêt, avec 53% quand même de la forêt qui est située sur la communauté de communes pyrénéo-garonnaise, dans le sud du département, et où la typologie du terrain n'est pas du tout la même que la forêt de Boucaunes, la forêt de Buzet. Et pourtant, la situation de la forêt pyrénéenne est préoccupante. Je veux dire, sur le fait qu'on déplore que vous êtes encore là en phase d'évangélisation, en train d'essayer de convaincre. Elle est préoccupante. Racontez-nous pourquoi. Donc, elle est déjà très préoccupante de par le fait du changement climatique, puisque les OLD, à la base, c'est quand même pour ça. On s'aperçoit que dans notre forêt pyrénéenne, qui est quand même de régénération naturelle, ce n'est pas des plantations. Aujourd'hui, il y a le changement climatique qui vient impacter nos grands sapins qui sont en train de dépérir. Et suite à une réunion qu'on a eue il y a un mois avec le directeur de l'ADT de l'ONF. Ils dépérissent du fait du changement climatique. Oui, de par la chaleur, ouais. Ça veut dire que d'ici 50 ans, on n'a plus de sapins chez nous. Voilà, il faut quand même ça, sensibiliser. c'est la phrase. Oui, exactement. Voilà. Aujourd'hui, la phrase ans... à retenir, c'est que d'ici 50 ans, nous n'aurons plus de sapins dans notre forêt, dans notre sapinière. En sachant que le couvert dessous, il n'a plus rien. Puisqu'aujourd'hui, il est marigé à plus de 100%, on te pourra dire, de par le cervidé. Ça, on va y revenir. Mais donc, juste de dire que la situation est grave. Est très grave. Donc, l'ONF a son rôle à jouer, son rôle dans le contrôle de l'application de ces OLD. Comment ça se passe, comment ça marche? Ou est-ce que justement, du fait que ce soit très peu adopté, vous êtes encore en phase d'explication, d'être très didactique? Ça ne fonctionne pas. Si, ça y est. C'est la malédiction de l'ONF. On ne vous l'a pas dit. On nous a coupé la parole. Non. Donc oui, effectivement, en ce moment, nous sommes bien en phase d'information du public, des élus en priorité, mais également de tous les administrés qui sont concernés par ces obligations légales de débroussaillement, pour sensibiliser d'une part au risque et expliquer donc justement la réglementation en la matière. Et puis dans un second temps, mais qui va venir assez rapidement, on passera également dans des phases de contrôle justement pour vérifier que ces obligations sont bien appliquées et éventuellement verbaliser le cas contrevenant s'il y a vraiment raison de le faire et si les obligations ne sont pas respectées. Et globalement, comment est-ce que vous accompagnez les communes dans leur gestion forestière préventive ? Alors ça va passer par différents volets. Donc l'ONF dans ses nombreuses missions a également donc une casquette spécifique sur la défense des forêts contre les incendies. Ça va passer par la mise en place depuis une paire d'années sur la Haute-Garonne de patrouilles estivales qui sont destinées en fait à faire de la prévention et également de la surveillance des départs de feu. Notamment une patrouille qui est armée avec un 4x4 avec une cuve d'eau qui peut faire de la première intervention sur feu naissant. Nous avons également en place depuis 2 ans des relevés hydriques qui sont faits sur des points bien spécifiques pour pouvoir quantifier en fait le risque d'incendie en fonction du taux d'humidité de la végétation, ce qui permet ensuite aux moyens de secours de dimensionner en fait leurs moyens pour pouvoir, en fonction du risque de l'incendie. Et donc nous avons également tout ce déploiement de l'outil autour de l'OLD, c'est-à-dire donc de mettre en sécurité
les biens des personnes, en fait, des habitations, des particuliers essentiellement, même si ça va au-delà de ça. Alors au niveau du SDIS, vous souhaitez sensibiliser les élus sur l'évolution climatique et le risque d'incendie départemental accru qu'elle engendre. Comment ça se passe, cette sensibilisation? Alors, ça passe par de la communication avec nos partenaires historiques qu'on vient de citer, qui est la DDT, l'ONF, l'Association des communes forestières. Là, tous les acteurs sont là, ils sont autour de la table. Ils envoient un message qui est quand même assez dramatique. Et il faut qu'on se fasse écouter des élus, comprendre. Donc, ça passe donc par de la communication. Oui. Et par, j'allais dire, utiliser les événements. Et on en a un qui a été cet été sur Mel, une commune du sud du département, qui est dans le territoire des Pyrénées où historiquement les feux sont hivernaux et pas estivaux. Et cet été, on a eu 17 hectares de forêt qui ont brûlé le 13 août, avec l'intervention des moyens nationaux, c'est-à-dire un avion bombardier d'eau qui est venu faire de largage, avec de la protection d'habitation et avec la mise en place de moyens lourds, et notamment par la suite d'hélicoptères qui ont effectué 45 largages chacun. Donc voilà, c'est l'exemple type de l'évolution qui s'accélère, puisque le même feu l'année dernière à la même date, on l'a contenu avec des moyens terrestres du SDIS sans besoin de renfort. Et cet été, avec les conditions qui étaient particulières de sécheresse, de température et de vent, les moyens du SDIS ont dû être complétés par des moyens nationaux qui sont venus en renfort. Ce que vous nous dites en creux, Nicolas Morland, c'est que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Donc on peut imaginer que les élus autour de Mel ont été plus que sensibilisés. Ça veut dire que humainement, il faut à chaque fois un drame, quelque chose à côté de chez soi, pour se dire on agit. Comment on peut faire, Thierry Renaud, justement, par rapport à ces CLD? Pourquoi c'est aussi difficile de sensibiliser? C'est quoi les freins à la sensibilisation? Oui. Voilà, je pense qu'à l'origine, la Haute-Garonne se sentait peu concernée, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était surtout des feux hivernaux et des feux dans la zone de montagne. Et c'est quelque chose d'assez récent. C'est vraiment 2022 qui a été le détonateur, où on s'aperçoit, même à travers la France, la Bretagne a été touchée, le nord de la France a été touché, alors que c'était des secteurs qui, de par le code forestier, ne relevaient pas des obligations légales de débroussaillement. C'est malheureux ce que je vais dire, mais peut-être que l'exemple des Corbières de cet été va faire un électrochoc. On espère. Parce que là, c'est à côté de chez nous. Et puis, vous l'avez dit, vous avez contribué. Tout le monde a été mis à contribution pour aider. Et surtout, il faut voir les élus, dans quel état ils se trouvent après une catastrophe de cette ampleur-là. Ils sont désespérés. Donc, il faut vraiment anticiper pour éviter d'avoir à se retrouver dans cette situation. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir des centaines ou des milliers d'hectares qui brûlent. C'est un scénario qu'on risque d'observer. Alors j'espère dans 20, 30, 50 ans ou jamais, mais ça peut être aussi l'année prochaine. Là, on a eu 2 années exceptionnelles en 4 ans. Il va falloir peut-être changer le terme exceptionnel. L'exception va devenir la norme. Vous m'avez dit la responsabilité de la mise en œuvre des OLD incombe aux élus locaux. Vous déplorez que seulement 8 à 10 demandes d'information et d'intervention ont été reçues de la part des 287 communes concernées, malgré les sollicitations, malgré les interventions passées. Alors c'est en train d'évoluer petit à petit, mais c'est très très lent. Et c'est vrai que le niveau qui nous a semblé le plus performant, c'était dans des conseils communautaires, parce que là, on peut toucher 20, 30 élus. Et on a eu deux interventions dans lesquelles on nous a permis pendant 1 heure d'expliciter l'objectif et la nécessité de mettre en place ces OLD. Donc on fait appel pour être invité dans des conseils communautaires ou dans des conseils municipaux. On est prêt à se déplacer. J'ai une technicienne, moi, qui est disponible pour préparer... Vous avez une personne ressource dédiée à ça? Oui. Donc ce qui signifie que vous l'aviez identifié comme étant un enjeu majeur? On a eu une création de poste l'année dernière. Dans le contexte actuel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, c'est un signal, oui. Pour les fonctionnaires, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Il y a eu 15 postes en France qui ont été ouverts pour la lutte contre les feux de forêt. Denis, du côté de votre association, vous avez programmé des réunions d'information? Du côté donc, de l'association d'Ecofort, il y a 2 sessions qui sont prévues. Une qui est prévue le 7 octobre à Montaigu-sur-Save, sur la forêt de Bouconne. En partie avec la DTT 31 et 32, parce que c'est le seul massif dans le 32 où il y a des OLD. Et après, il y en aura une qui sera dans le sud du département, le 18 novembre, à Sauveterre de Comminges, où il y aura les 3 intercommunalités donc, du bas,
qui seront conviés à ces réunions, en sachant que c'est des réunions qu'on anime pratiquement depuis 2 ans, ensemble. Main dans la main avec la DDT. Main dans la main, qu'on a fait venir les médias, on a fait venir la télévision, on a fait l'ONF, on a fait le SDIS. Et bon, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé d'un incendie qui était sur Mel. Aujourd'hui, en tant qu'élu, vous avez le maire de Mel qui est dans le public. Donc juste pour vous dire qu'il est vraiment très sensibilisé par rapport à cette problématique-là. Et nous, on se pose vraiment de questions. Donc aujourd'hui, oui, ce qu'expliquait tout à l'heure Thierry, c'est que le réchauffement climatique arrive. On a la problématique de l'Aude où ça a bien brûlé. Moi, ma peur est que demain, si la forêt pyrénéenne elle brûle, c'est que demain, on ne pourra pas l'arrêter. Parce que les accès, les bâches, tout ce qui est protection d'incendie, tout ça et autres, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. De par les contraintes environnementales, parce qu'aujourd'hui, en sachant que dans le sud, nous avons l'ours, oui, il fait partie du territoire, nous avons ça. Donc, on se pose beaucoup de problèmes là-dessus. Mais on pourrait se dire quand même que les élus des communes pyrénéennes ou qui jouxtent la forêt sont plus sensibilisés à ça. Donc il y a des... Tant que l'incendie n'est pas arrivé, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a eu? La thèse de Bruche qui a brûlé. Tout d'un coup, le V de bouclier et les OLD. Après arrive l'Aude où ça brûle d'un coup. Le V de bouclier, vite, il faut faire beaucoup de choses. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment un incident grave pour que l'élu soit sensibilisé? Alors que nous sommes sur le territoire depuis quelques années et qu'on essaye de sensibiliser nos collègues élus, puisque c'est quand même une des premières missions, qui est une mission régalienne qu'il ne faut pas oublier, et qui aujourd'hui, il faut la mettre en œuvre. On est bien d'accord. Donc, je ne sais pas, nous on se pose beaucoup de questions avec la DDT, avec le SDIS et l'ONF. Comment toucher toucher tout le monde, quoi. Vous ne restez pas les bras croisés, on va parler de ce que vous mettez en place, des kits, des problématiques de communication. Mais pour revenir un petit peu à l'ONF, juste qu'on ait un bilan, c'est quoi l'état sanitaire actuel des forêts communales de Haute-Garonne? Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce qu'elles sont prêtes à s'embraser du fait du changement climatique? Je vais bien sûr confirmer ce qui vient d'être dit par mon collègue des communes forestières. Par rapport justement aux inquiétudes que nous avons avec le changement climatique et les résineux en montagne qui sont de plus en plus menacés. Et effectivement, on peut également se poser la question de, en cas d'incendie, comment est-ce qu'on pourrait renouveler cette forêt ensuite derrière? Il y aurait un véritable problème. Il faudrait choisir d'autres essences plus résistantes. Nous travaillons déjà justement dans nos choix en fait sylvicoles à essayer d'adapter les forêts dans le cadre du changement climatique d'une manière globale, mais le risque incendie est également un facteur qu'on peut prendre en compte dans le choix des essences qu'on va privilégier. Mais en plus de ça, on a la problématique du gibier, des ongulés et des cervidés qui sont très grandes, qui sont très représentés dans les Pyrénées et qui peuvent poser un problème en fait pour régénérer la forêt aussi. Donc on a ce problème-là aussi à gérer. Denis, pourquoi les ongulés posent un problème? Là, c'est le béotien qui parle, c'est le citadin qui aujourd'hui, il pose un problème parce que... Et qu'est-ce qu'on entend par ongulés? C'est les cerfs, les biches? C'est les cerfs, les biches, voilà. Okay. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le couvert, c'est-à-dire on n'a plus de régénération. Aujourd'hui, vous venez dans la sapinière pyrénéenne, vous montez, vous avez des pelouses. Je vais vous dire, le citadin, quand il voit la pelouse, la forêt est magnifique. Finalement, j'adore. Non, mais je vais vous dire, c'est ce qu'on a eu l'autre jour sur une... on a eu la visite de la directrice générale de l'ONF, on est allé parcourir une forêt, et on s'est aperçu que c'est joli, on dirait un golf. Par contre, vous avez des gros sapins qui sont là. Et ça veut dire que ces gros sapins, aujourd'hui, ils sont en train de dépérir. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je reviens sur dans 50 ans, on n'aura plus de gros sapins. Donc, on a quand même... Vous dites qu'on a 40 ans de retard dans la gestion de la forêt pyrénéenne. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, ça fait très longtemps qu'il y a une pression quand même du cervidé, où c'est quand même compliqué d'aller faire des prélèvements puisqu'on est en montagne. Aujourd'hui, le cervidé, vous le retrouvez à l'étage de l'Isard. Donc le cervidé est là-haut, vous avez l'ours qui est arrivé, je recite l'ours parce que c'est quand même un grand vengeur de myrtille, entre guillemets, qui aujourd'hui, on a moins de coqs de bruyère. Non mais on a compris le c'est un tout. Voilà, donc aujourd'hui, oui, notre forêt, comme disait mon collègue de l'ONF, c'est que demain, on est en train de travailler sur l'avenir. C'est qu'est-ce qu'on va mettre comme essence. Aujourd'hui, on travaille, nous, commune forestière, avec ONF, sur un projet Interreg. Donc, on est en train d'aujourd'hui de voir si on ne va pas mettre des pins d'Andalousie. Avec des fonds européens, en s'inspirant des autres travaille. pays qui sont déjà concernés. C'est vrai que l'Andalousie, ils sont un peu en avance. Voilà. Les Donc, PO aussi. On pourrait s'inspirer des Pyrénées-Orientales chez nous. Voilà. Mais on n'a pas du tout... Alors, la forêt des Pyrénées-Orientales et la nôtre, le Canigou et l'autre, ce n'est pas du tout la même.
Mais vous parlez quand même parce que eux, ça On crame, parle. Alors, un peu plus j'ai ma régulièrement. donc j'ai une casquette qui est président du 31 et après j'ai une casquette qui est président des communes forestières du massif des Pyrénées. Donc Partant de chez parlons- vous, il ne faut pas se tromper de casquette, quoi. Laquelle je Voilà, mets ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis la 31. Du côté de la DDT, vous avez quand même mis en place un kit pour à destination des élus, en lien justement avec Monsieur Martin. Racontez-nous. Oui, c'est pour aider en fait à l'organisation des réunions publiques, puisque ça va commencer. Le maire est responsable de la mise en œuvre des OLD, mais après, c'est chaque particulier propriétaire d'une maison dans un secteur OLD qui doit débroussailler 50 mètres autour de chez lui. Donc pour les toucher, il faut commencer par envoyer un courrier, l'inviter à une réunion publique, et lors de cette réunion publique, nous, on sera présents avec l'ONF et on discutera précisément de ce qui est attendu. Ne pas confondre un débroussaillement léger, c'est-à-dire enlever la végétation au sol, et un défrichement qui serait enlever tous les arbres et faire disparaître la forêt. Ça, c'est un point important. Parce c'est que pas du tout ce qui est nous, le grand demandé. public, on ne sait pas, on a Ouais. peur, on se dit c'est un défrichement, je ne vais pas le faire, ça va coûter cher, c'est impossible à gérer. En Haute-Garonne, on ne touche qu'à la strate basse, donc les broussailles, ce qu'on appelle les broussailles, et les branches qui surplomberaient les maisons, parce que là, effectivement, le feu pourrait monter et passer sur le bien qu'on souhaite justement préserver. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des disparités territoriales importantes. On parlait de transition écologique. On imagine que ces OLD, toutes figées qu'elles soient, ou je ne sais pas comment ça marche, mais les problématiques sont peut-être différentes dans les communes forestières, les problématiques sont peut-être différentes dans le Gard. Comment est-ce que ça s'adapte? Vous voyez ce que je veux dire? La règle, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est 50 mètres. Et ensuite, près des routes, il y a une La règle, contrainte c'est aussi. 50 mètres autour des maisons, 2 mètres de part et d'autre des routes. Ça, c'est partout en France? Non, c'est le seuil minimum, en fait, puisque nous, on considère qu'on n'est pas encore dans un département aussi dramatique que les Bouches-du-Rhône, que l'Aude, etc. Donc l'idée, c'est déjà de démarrer la mise en œuvre des OLD. Comme on l'a dit, 90% des feux démarrent à cause de la présence de l'homme et 90% à moins de 50 mètres d'une maison. Donc si déjà on traite ce problème-là, on aura fait un travail qui sera déjà satisfaisant, peut-être jamais parfait, hein, mais avant de passer à 200 ou 300 mètres, comme l'envisage le Var, le Gard et des départements comme ça, faisons déjà les 50 premiers mètres, ça a un coût. Donc c'est un compromis qu'on veut trouver entre l'efficacité et le coût qu'on demande aux particuliers ou aux collectivités, puisque les collectivités doivent aussi débroussailler autour des biens communaux ou de part et d'autre des voies communales. Dans les associations des communes forestières, vous avez des adhérents importants, ou il y en a d'autres qui viendront jamais, malgré le fait que ce soit une problématique Donc après, centrale. Centrale. Après, en termes d'adhérents, nous avons des communes forestières et des communes non forestières. Aujourd'hui, vous avez la métropole de Toulouse qui est adhérent des... Ça veut des dire qu'elle Cofor 31. anticipe. Oui. Ça veut dire que pour aussi la mise en conformité des OLD, Et après, sur d'autres sujets, sur d'autres domaines qui aujourd'hui nous portons. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes quand même 12 salariés sur l'union régionale, puisque c'est l'union régionale d'Occitanie. Et nous avons 3 personnes qui sont dédiées quand même sur les OLD. Donc une qui est dédiée sur le 31. vous avez parlé tout à l'heure du citadin, hein, je me suis senti visé, mais c'est normal, je suis citadin. Et vous parlez, vous, de multifonctionnalité de la forêt. Enfin, c'est comme ça que j'ai formulé ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire le terrain de jeu indirect des citadins toulousains. Ce que vous entendez, c'est qu'à ce titre-là, on devrait se sentir plus concerné et contribuer finalement à la protection de cette forêt. Racontez-nous. Et oui, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, regardez, il est 13h, tout le monde va partir en RTT. C'est ce que j'avais dit il n'y a pas si longtemps aussi qu'au là. Et On va vous aller a choisi le meilleur slot. Ne vous inquiétez pas, c'est filmé et les gens pourront regarder Il ensuite. n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais vous dites à chaque fois, vous dites, ah, je suis maudit, c'est toujours pareil. Non, Moi, les pas dernières du roues du tout. carrosse. Pas du tout. On peut être la dernière roue du carrosse et être très intéressant aussi. On est Parce d'accord. que c'est quand même une grosse problématique qu'il ne faut pas occulter. Donc oui, aujourd'hui, directement, comme je vous ai dit, nous sommes le terrain de jeu oui, de l'urbain. Parce que comme j'ai expliqué, 80% de nos stations de ski du département, puisqu'il n'y en a que 3, appartiennent au département. Le reste appartient à l'intercommunalité que nous représentons, que je représente indirectement, l'intercommunalité pyréno-garonnaise. Non, mais ce qu'on veut dire quoi? C'est si vous voulez continuer à skier dans de bonnes conditions, bon, déjà le changement climatique va faire qu'il y aura moins de stations, mais si jamais il faut se sentir un peu plus concerné par la préservation de la forêt. Oui, et puis je pense que quand j'ai entendu tout à l'heure, c'est 9 personnes sur 10 qui douent par un incendie, d'après ce que j'ai compris. Mais ça serait bien aussi de sensibiliser les gens, je dirais bien aussi citadins, urbains, ou dans les écoles ou autres. Je ne sais pas, ça peut être un geste parce qu'on s'aperçoit que
Nous, on anime des réunions, mais entre nous, mais après, on a des réunions en interne, donc sur l'arc méditerranéen, puisque nous sommes sur la même région, et on s'aperçoit que les bords d'autoroute, avant, ils étaient bien débroussaillés. Aujourd'hui, regardez, quand vous prenez l'autoroute, ça se fait de moins en moins. Et c'est souvent de là où part l'incendie. Et quand, je pense que le SDIS en parlera, quand vous avez un incendie qui passe dessus une autoroute, qui met le feu à côté, ça prête à confusion. Moi, j'ai entendu sur une réunion le président d'Ecofor de Corse qui dit qu'une boule de feu peut faire 1 kilomètre. Moi, je peux vous dire, quand vous entendez ça dans une salle, vous posez beaucoup de questions. Voilà, je pense qu'il faut sensibiliser déjà, oui, les élus, mais après la population, je pense qu'elle doit être sensibilisée aussi. Et que ce soit tout le monde. Donc peut-être on manque de pôle de médiatisation, ouais, où on devrait faire... voilà. Donc nous, à ce sujet-là, au niveau de l'Union Grand Sud, on va voir... on recrute une personne pour s'occuper de tout ce qui est médiatisation, de la filière. Et au niveau de l'ONF, comment ça se passe justement? Alors pour sensibiliser les utilisateurs, je ne sais pas comment on peut dire, les usagers de la forêt, c'est un terme un peu technique. Ça fait partie justement des missions de l'ONF également de travailler sur l'accueil du public en forêt et sur la sensibilisation en fait justement aux questions forestières. Ça passe par les écoles. Nous organisons régulièrement des animations pour un public scolaire, que ce soit en école ou en forêt. Et puis également, donc, nous avons des patrouilles qui vont à la rencontre en fait, du public en forêt pour les sensibiliser justement dans un but pédagogique avant de les aligner, je veux dire. Bien entendu. Avant tout là pour communiquer justement et expliquer les choses. Et souvent, en matière de feu, comme en matière de beaucoup d'autres sujets forestiers, lorsqu'on dialogue avec les gens, ils comprennent justement les problématiques de la forêt. Que ce soit sur la mobilisation des bois, la commercialisation, les coupes, des sujets sensibles comme la chasse aussi. Souvent, en discutant avec le public, en fait, on arrive à avoir des échanges très intéressants. Revenons sur le sujet de la chasse. Vous travaillez aussi en collaboration avec les chasseurs. Vous dites qu'il y a tous les deux, il y a une problématique importante liée aux ongulés. Comment ça se passe pour la régulation, justement, pour le travail de gestion de la forêt? Je parlais des grands ongulés. Donc, il y a un plan de chasse qui est déjà travaillé en commun en fait, avec les différents acteurs de la gestion forestière, mais également du monde agricole et également des fédérations de chasse pour justement essayer de fixer des objectifs en termes de réalisation de plans de chasse pour arriver à un équilibre entre les populations de cervidés et puis l'avenir de la forêt. Ça, c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer. Et en revanche, les situations sont hétérogènes. Vous disiez, en montagne, c'est moins évident de réguler. Après, s'il y avait une personne qui peut parler du problème civilo-cynégétique, je pense que Thierry est même, puisque c'est lui qui en est quand même le directeur à la DDT, et qui peut dire quand même 2 mots, parce que... Disons que là encore, on a la chance en Haute-Garonne d'avoir une très bonne collaboration entre les différents acteurs. Ce n'est pas le cas partout. Donc là, c'est plutôt avec la Fédération des chasseurs, avec l'ONF notamment, les communes forestières, les responsables de propriétés forestières, les agriculteurs. Donc il y a des commissions qui se réunissent chaque année, qui définissent ce niveau de prélèvement souhaitable et on arrive à se mettre d'accord sur le niveau de prélèvement souhaitable. La question derrière, c'est qui va tuer les animaux? Enfin, je parle cash. Mais il faut trouver des chasseurs qui sont capables de monter tout en haut de Boots, tout en haut de Mail, de tuer un animal, de descendre la carcasse qui pèse 200 kg, quand la route, des fois, est à 400 mètres, 500 mètres. Donc il y a toute une difficulté de mise en œuvre et c'est plutôt un manque de jeunes chasseurs motivés, capables de porter des animaux. C'est ça qui va faire défaut. C'est intéressant ce que vous dites, c'est un discours qu'on n'entend jamais. Hein. Non. Ça, donc, Quand j'ai pris ma fonction, il y avait 15 000 chasseurs en Haute-Garonne, on est à 10 000. Et l'âge moyen a dû augmenter du temps que j'ai passé dans mon poste. Donc, et il y a quelques jeunes, il y a quelques agriculteurs, donc il y a pas mal d'actions qui sont menées en collaboration avec les agriculteurs, qui ont un permis de chasser gratuit et une formation faite par la Fédération des chasseurs. L'idée, c'est que tout le monde essaye d'intervenir, notamment les premiers concernés que sont les agriculteurs, pour la régulation de toutes ces espèces qui créent des dégâts, même à leur récolte, et essayer d'attirer des jeunes à la chasse. Ce n'est pas le discours qu'on entend effectivement le plus souvent, mais on a besoin de quelqu'un pour faire cette régulation. Et l'utopie, que ce soit le loup ou l'ours, qui fasse la régulation, alors dans 100 ans peut-être, on en reparlera, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va régler. Mais non, dans 100 ans, d'après Denis, il n'y aura plus de forêt. Problème réglé. J'espère qu'il y en aura une, mais ça ne sera pas la même. On va revenir avec vous, Nicolas, finalement, un peu de prospective. Eu égard à votre expérience, eu égard à ce que vous avez vu s'accélérer ces 2-3 dernières années, comment est-ce que vous anticipez l'évolution du risque à l'horizon 5 ans? Parce qu'au-delà, c'est difficile. Mais voilà, fort de votre expérience, de dire on mène ces actions de prévention,
On a essayé au maximum de sensibiliser sur les OLD. Il y aura toujours de toute façon un résidu enfin, il y aura un socle bas où ça évoluera pas, quoi. Mais le changement climatique, lui, il n'attend pas. Donc vous devez mettre en place des moyens, vous l'avez dit, c'est en train de monter en puissance. Ça sous-entend aussi des coûts supplémentaires. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Alors, l'évolution, elle est depuis, comme on le disait, 2022, elle s'est accélérée avec la mise en place du pacte capacitaire feu de forêt, qui est un contrat avec l'État pour le financement participatif de moyens. Donc, le SDIS de la Haute-Garonne a bénéficié de ce pacte à hauteur d'environ 7 millions d'euros. Donc, on a les 4 premiers camions qui sont arrivés cet été et qui ont été mis en œuvre directement. Mais aussi par de la formation. Donc on est passé de 600 spécialistes feux de forêt sur le département à 1400. Donc on est en train aussi de monter en puissance et de prendre de l'expérience sur des renforts chez nos collègues méditerranéens pour pouvoir être prêts le jour J sur notre département lorsque on aura des feux qui pourront être peut-être comparables à ce qu'on voit aujourd'hui chez nos voisins audois ou des Pyrénées-Orientales. Là, je vais me faire l'avocat du diable avec vous, Denis. Et si on laissait la forêt pyrénéenne brûler? Est-ce qu'il n'y a pas une... attention, hein, ça c'est vraiment le novice qui parle et qui vous provoque. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des capacités de régénération naturelle Après, on voit qu'aujourd'hui, quand ça brûle, ça repousse bien derrière, parce qu'on entend de tout. Mais après, nous qui sommes Pyrénéens de souche, voir notre forêt brûler demain, on ne peut pas le concevoir. Non, non, j'entends. Mais blague à part, il y a une partie de régénération naturelle, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus, alors que... Donc aujourd'hui, comme a expliqué l'ONF, parce qu'il faut savoir quand même qu'avec l'ONF, il y a une convention nationale, COFOR, ONF. Donc avant c'était tripartite avec l'État et là on arrive en fin de mandature. Donc aujourd'hui on plante et on ne fait pas n'importe quoi, il y a des enclos. Puisqu'aujourd'hui sur Boots, la forêt de Boots, aujourd'hui ils font des enclos où ils ont planté des cèdres du Liban, voilà, pour voir l'évolution. Donc on s'aperçoit quand ça s'est fermé en enclos, ça pousse bien, on voit qu'à côté il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, il y a un nouveau système qui existe, que je suis allé voir, que j'ai découvert. Ça s'appelle la protection par sangle. D'accord, qui consiste à faire des petites parcelles de 400 mètres carrés à peu près. Et on met des sangles à camion, puis ni moins, avec des couleurs, puisqu'ils se sont aperçus que le cervidé, le coq de bruyère et autres avaient une vision du bleu, donc ça l'empêchait de rentrer. Voilà, donc aujourd'hui... Ça, c'est des expérimentations intéressantes. C'est des expérimentations intéressantes, ouais. Et c'est des petites parcelles. Donc j'ai visité ça, j'ai eu la chance de visiter ça, je ne savais pas que ça existait, alors qu'on en a sur le territoire quelques-unes. Et donc on fait des micro-parcelles. Est-ce que peut-être l'avenir, c'est par ces micro-parcelles ou autres? Et on s'aperçoit que le cervidé, puisqu'il dispose des caméras, le cervidé, le cerf par lui-même ne rentre pas. Il n'y a que le chevreuil qui peut rentrer, puisque les sangles ne sont pas assez, sont trop écartées. Mais après, le reste, ça ne pénètre pas dans l'enceinte. Et on voit la régénération repartir toute seule. Pour appuyer ces propos, Olivier Chaz? Oui, ça c'est un protocole expérimental encore qui est mis en place dans les Pyrénées. Donc dans les soucis, des solutions, il y en aura toujours en fait pour régénérer la forêt, mais c'est à quel coût aussi. Donc on cherche aussi justement un équilibre pour pouvoir régénérer des grandes surfaces avec des moyens économiques qui restent pertinents. Et il faut savoir également qu'il y a d'autres forêts, par exemple la forêt méditerranéenne, qui est particulièrement adaptée au feu, en fait, et qui se régénère très bien après le feu. Quand on a des essences feuillues, ça peut rejeter à partir de la souche, en fait. Il y a certaines essences de pin, par exemple le pin d'Alep, qui se régénèrent très bien après le feu. Au contraire, le feu va faire éclore les cônes, en fait, les pommes de pin pour libérer les graines. Ici, ce n'est pas le cas. On n'a pas ce genre d'essence, là, notamment dans les Pyrénées. Donc, on n'aura pas la même résilience au feu, en fait, ça c'est certain. Et cette notion, vous l'avez dit, de test avec des essences différentes, et notamment ces essences méditerranéennes, est-ce que ça pourrait être envisagé à une échelle plus importante, ou est-ce que c'est encore trop tôt Là encore, il y a des questions économiques qui se posent, parce que les plantations sont forcément plus coûteuses que la régénération naturelle. Et on essaie quand même de miser aussi justement sur la capacité des essences à s'adapter. Donc même si le changement climatique est très rapide, malgré tout, même si on constate beaucoup de dépérissement, dans le lot, il y a toujours des arbres qui vont arriver à survivre.
et à transmettre un patrimoine génétique en fait, à leur régénération qui sera plus adapté aux nouvelles conditions que nous commençons à connaître. Donc on mise aussi sur la résilience naturelle des forêts. Et lorsqu'on a vraiment des problèmes d'adaptation, parce que les essences sont déjà en limite de station, là on n'a pas d'autre choix que de passer sur des plantations et faire du changement d'essence. Thierry. Oui, j'aimerais rajouter, si on laissait tout brûler, il ne faut quand même pas se cacher que ce serait une catastrophe en termes de biodiversité, de cadre de vie, c'est-à-dire on perdrait quand même nos forêts pyrénéennes, de valeur des forêts. Il y a des propriétaires quand même qui vivent de la récolte du bois, de la location de la chasse, donc tout ça, ça serait perdu. Non, mais c'est pour ça que c'est un raisonnement par l'absurde. Hein. Certes, pas par l'absurde, parce que c'est ce que les Américains mettaient en place dans des parcs nationaux, en disant c'est un phénomène naturel, le feu, et on laisse brûler Yellowstone. Mais ça, les Américains peuvent peut-être se le permettre sur des grandes surfaces. Nous, on ne souhaite pas que toutes nos Pyrénées brûlent. Certes, il y a de la forêt qui repartirait, donc pour la nature, pour la forêt globale, il n'y aurait pas de catastrophe. C'est pour l'homme qu'il y aurait une catastrophe pendant les 100 prochaines années où on n'aurait pas tout ça. Et il faut aussi penser que la forêt, c'est des effets d'enchaînement. La forêt stocke 15% de nos émissions de CO2. Donc si on n'a plus de forêt ou si tout brûle, ça veut dire qu'on va relibérer dans l'atmosphère du CO2, donc on accélère le changement climatique. Donc la forêt, il faut aussi penser à ce caractère atténuateur qu'elle peut avoir. Cette année, avec les feux qu'on a eus en 2025, c'est la première année où on observe autant d'émissions de CO2 à partir des forêts. Denis, vous souhaitiez réagir? Et juste, oui, parce qu'aussi, il y a quand même une économie autour, sur la forêt. Aujourd'hui, il y a quand même des usines, il y a quand même des charpentes à fabriquer, il y a quand même des parquets, il y a quand même... Aujourd'hui, c'est toute une économie forestière qui est... Vous connaissez un peu ce secteur? Ben, je connais un peu en particulier, puisque j'en fais partie, donc voilà. J'en c'était faisais fou, partie. Là, aujourd'hui, j'ai ma casquette carrément d'élu, je ne fais plus partie. Donc, oui, après, nous avons quand même dans le sud du département une grosse unité une grosse papeterie aussi, donc qui vit essentiellement de bois qui n'est pas du bois d'œuvre. Et après, tout ce qui est œuvre part en charpente, en parquet, comme j'expliquais. Et si demain la forêt brûle, ça serait un marasme, déjà, point de vue écologique, hein, de biodiversité, puisqu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Hein, tout le monde parle de biodiversité. Et puis, le paysage, surtout. Nos massifs sans bois, quoique, ça pourrait le devenir un jour. Donc, il faut être très prudent. Pour aller sur une note plus positive, vous m'avez dit aussi, s'il n'y a plus les forêts, il n'y a plus la charpente de Notre-Dame. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, en partie, les Coforts ont joué un grand jeu au niveau national. C'est il a été donné un chêne ou deux pour reconstruire, à titre gratuit, pour reconstruire Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Ouais. D'où l'importance du bois. Est-ce qu'il y a quand même des raisons de se dire, bon, si on arrive à sensibiliser, on va aller dans le bon sens. Vous avez dit la maîtrise des feux d'hiver, c'est bon. On avait déjà des problématiques d'écobuage il y a longtemps, mais vous m'avez dit, grâce aux concertations, que tout le monde a travaillé ensemble, que ça, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. Le passage à l'échelle pour l'été, pour les feux d'été, on comprend que c'est beaucoup plus difficile, mais est-ce qu'on peut y arriver à terme? Voilà, on va faire un dernier tour de table avec vos propositions, vos solutions, même si on les a évoquées. Hein, mais... On les a évoqués. Moi, je voulais rappeler quand même les 2 dates de réunion du 7 octobre et du 18 novembre. Donc une à Bouconne, une dans le sud. Et on souhaite que le maximum d'élus viennent nous rejoindre. Vous allez mettre à disposition aussi des vidéos. Alors, il y a un kit OLD qui a été commandé au Cofor, qui va nous être livré très bientôt. Et donc, dites-le dans le micro, Denis. Et donc le 7 octobre et le 18 novembre, on pourra remettre ce kit OLD voilà, à tous les participants. Voilà, et on l'enverra à tout le monde de toute façon. Il manquera que la clé USB qui est en train de se finaliser. Voilà, et là, j'ai le support papier. Et après, pour être un petit peu optimiste, on peut se dire qu'on a 20 ans devant nous par rapport à ce qui se passe sur l'arc méditerranéen ou sur l'Aude. Donc à nous de prendre tous les bons enseignements de ce qu'ils ont su faire, puisque ça marche, les OLD à certains endroits, pas partout. Mais voilà, on sait qu'on a un tout petit peu de temps, sauf année catastrophique qui peut arriver l'an prochain. Mais globalement, à nous de nous inspirer de ce que les autres ont fait. Et les élus, je crois qu'ils ont tous compris maintenant que les OLD étaient indispensables, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Marseille, que ce soit... Donc faisons la même chose. Et moi, je suis assez optimiste, en tout cas pour la mise en œuvre des OLD. Le changement climatique, là, par contre, on ne le maîtrise pas. Monsieur Chaz, et après Denis. Oui, donc on a quand même pas mal justement insisté sur l'outil OLD qui est quand même un véritable outil. Il y a un autre levier d'action quand même pour améliorer notamment la défense des forêts contre les incendies, c'est d'améliorer la desserte forestière pour permettre notamment aux secours d'accéder aux massifs forestiers et également améliorer les points d'eau en forêt.
Et ça, c'est aussi tout un volet que l'ONF maîtrise en fait et travaille donc en concertation notamment avec les services du SDIS, la DDT, les communes. Et on peut aider les communes à monter des projets pour améliorer leur desserte et installer des citernes par exemple pour avoir des points d'eau pour défendre les forêts. Nous avons déjà mis en place ce type de projet dans le secteur de la Haute-Garonne, notamment sur la commune de Saint-Martory. Et à l'avenir, c'est des projets qui pourraient être faits sur d'autres communes. Avec du fonds vert, oui, tout à fait. Avec du fonds vert. Et ce sujet-là par rapport aux bâches ou autres, aux DFCI, défense DFCI, par rapport aux citernes, si mes souvenirs sont bons, à la dernière Assemblée Générale d'Ecofort, monsieur le préfet a bien dit qu'il y avait une grosse enveloppe et qu'il y avait très peu d'argent qui avait été demandé. Et c'est bien dommageable en tant qu'élu quand on entend ça. Alors qu'en général, l'élu, il est mécontent parce qu'il en a pas assez. Et là, il en a beaucoup, il n'a pas utilisé. Donc j'appelle mes collègues élus à utiliser ces enveloppes en bon escient par rapport à tout ce qui est défense contre les incendies. Et après, je tenais quand même aussi à remercier tous les services et surtout le SDIS qui aujourd'hui vraiment est vraiment à nos côtés. Aujourd'hui, c'est les premiers à être au feu, hein, c'est le cas de le dire, hein, c'est les hommes du feu. Je peux en parler parce que moi j'ai un de mes fils qui en est pompier. Et franchement, je vous félicite pour le travail qui a été fait, qui est fait sur le département. Et la DDT et l'ONF aussi en partenariat. Parce que sans eux, nous, on n'existerait pas non plus. Merci. Merci pour ce plaidoyer. Donc le dernier mot, le soldat du feu, Nicolas. Alors le dernier mot, c'est un peu juste ce que vous avez pu constater sur cette intervention. C'est qu'en fait, sur le département de la Haute-Garonne, on a la chance d'avoir tous les services concernés qui travaillent main dans la main, d'une seule voix, et qui vont dans le même sens. Donc je pense que c'est l'élément essentiel qui, à terme, pourra faire que les gens se sentent concernés et viennent sur les réunions, viennent prendre des renseignements et se mettre dans l'application, parce que chaque fois qu'il y a une demande, nous répondons. Quand je dis nous, c'est parce qu'à chaque fois, on est tous présents et que le message qui est passé, c'est toujours le même et il est pas alarmiste, mais en train toujours de rechercher la meilleure solution sans imposer des choses qui sont irréalistes ou irréalisables pour pouvoir être le plus serein dans l'avenir. Merci messieurs, merci à tous les quatre. On peut les applaudir. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à cet échange. Bon courage.